Merci beaucoup. Je suis très ravie, surprise de vous voir aussi nombreuses. Merci beaucoup d'avoir consacré un peu de temps pour venir ce soir m'écouter. Et j'espère qu'on va avoir une discussion riche après. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête, y compris sur le sujet que je ne vais pas aborder pendant cette prise de parole, puisque on n'a pas du temps pour parler du tout. Alors, je vous ai fait quelques slides pour illustrer mes propos. Donc voici la première citation. Le meilleur moyen de détruire la Russie, c'est de la laisser envahir l'Ukraine. Mais Poutine serait trop intelligent pour ça. Donc c'est une citation de John Mearsheimer. C'est un professeur et quelqu'un de très connu comme un spécialiste de relations internationales. Il a dit ça dans sa conférence qui s'intitule « Pourquoi l'Ukraine, c'est une faute de l'Occident ?» Et cette conférence, maintenant, elle compte plus de 29 millions de vues sur YouTube. Donc, lorsque les troupes russes se ressemblaient à la frontière ukrainienne en 2021, cette croyance selon laquelle la Russie n'avait, soi-disant, aucun intérêt objectif à déclencher une guerre à grande échelle, c'était une idée dominante parmi les experts médiatiques, y compris dans le milieu académique. Et lorsque Poutine a finalement lancé cette invasion le 24 février 2022, ce qui a dépassé tout ce que l'Europe avait connu depuis 1945, ce type d'invasion-là, ça a pris beaucoup de ces experts au dépourvu, disons-le comme ça. Et alors que les troupes russes étaient en train déjà d'encercler Kiev, tout à coup, ceux qui défendaient encore hier l'idée que la Russie ne va pas envahir l'Ukraine, tout à coup, ils commencent à affirmer que la Russie n'avait pas d'autre choix. Qu'elle a commencé l'invasion parce qu'elle était mise au pied du mur par l'OTAN, l'Occident, mettez tout ce que vous voulez. L'OTAN, le plus souvent on entend ça. Sinon, si elle n'était pas mise au pied du mur, pourquoi Poutine déclencherait-il un conflit qui est susceptible d'impliquer l'ensemble du monde occidental? L'argument, ou plutôt la pensée derrière, c'est que l'ampleur de l'agression russe doit être proportionnelle à la gravité de la menace. Sinon, ça ne serait juste pas rationnel. Et donc, les actions de la Russie seraient impossibles d'expliquer si on part de l'hypothèse que les États sont des acteurs rationnels. Bon, on a aussi vu que l'invasion de l'Ukraine a relevé une convergence de raisonnement, disons, assez parlante entre les personnalités, certaines personnalités de gauche et la majorité de personnalités qui s'identifient comme étant de droite. Qu'ils soient plus ou moins enclins à condamner l'invasion russe, la droite conservatrice et une partie non négligente de la gauche trouvent un terrain d'entente pour identifier le principal responsable de la guerre en Ukraine. Et pour eux, c'est l'Occident incarné par l'OTAN, les États-Unis, etc. Enfin, l'OTAN et les États-Unis principalement. C'est ce que disent, vous avez sûrement entendu quelqu'un comme Noam Chomsky, le gourou de la gauche, mais c'est aussi quelque chose, exactement la même chose qui est dit par des gens comme Henry Kissinger, Jeffrey Sachs, toutes ces légendes vivantes de la droite conservatrice. Donc, l'idée derrière, c'est que l'OTAN constituerait une menace objective. Je mets l'accent sur ce mot, menace objective pour la sécurité de la Russie. Mais je pense qu'il faut qu'on regarde un instant les dernières nouvelles. La Finlande
qui a une frontière de 1340 km avec la Russie. Elle a rejoint l'OTAN cette année. Mais, comme par hasard, aucune troupe russe n'a été déplacée à la frontière finlandaise. C'est ce qu'il dit le ministre de la Défense de la Finlande. Il dit « Nous n'avons constaté aucun déplacement de troupes ». Lui-même, il est un peu surpris. Et il n'y a même pas de propagande officielle en Russie qui présente la Finlande comme une menace. Silence total à la télé. Vous allez allumer la télé russe, est-ce que vous allez entendre parler de la Finlande? Je ne pense pas. On peut se demander pourquoi. On peut se demander, mais on préfère de ne pas le faire, parce que sinon, toutes ces théories, la Russie agit parce qu'elle était objectivement menacée par l'OTAN, toutes ces théories ne marchent pas vraiment. Ceux qui soutiennent que la Russie a envahi l'Ukraine parce qu'elle était menacée par l'OTAN ou l'Occident, ils rejoignent souvent, peut-être sans s'en rendre compte, l'approche théorique en matière de relations internationales qu'on appelle le réalisme structuraliste ou le néoréalisme. Et grâce à des gens comme Mearsheimer, le néoréalisme domine toutes les analyses soi-disant géopolitiques de cette guerre que vous allez trouver dans les médias, par exemple, ou même dans le monde académique aussi. En traitant les États comme, soi-disant, les boîtes noires et en se concentrant uniquement sur la structure du système international, les partisans de l'analyse géopolitique, en fait, mettent du côté, voire négligent totalement, l'impact des facteurs internes sur le comportement des États sur la scène internationale. Donc la politique interne de la Russie, on n'en tient pas compte quand on analyse pourquoi la Russie a envahi l'Ukraine. Ma perspective, elle est la suivante. Pour comprendre les causes de la guerre russe à l'égard de l'Ukraine, c'est nécessaire, j'aurais même dit c'est tout à fait indispensable, d'analyser la logique interne de la politique russe. Ça implique d'analyser la dynamique de pouvoir entre l'État, le capital et la société en Russie, et aussi analyser l'influence des identités de la classe politique russe et, dans un sens plus large, l'influence de l'idéologie. Je pense que l'idéologie a un rôle important à jouer là-dedans. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner au moins quelques éléments pour vous montrer l'importance de ces deux aspects. L'importance de ces deux aspects dans la politique russe vis-à-vis de l'Ukraine. Et je vais commencer par vous rappeler que la Russie de Poutine n'a pas toujours été opposée à l'Occident. Poutine se montrait très ouvert à la coopération avec un nombre important des pays de l'Union européenne notamment. La Russie était même en partenariat avec l'OTAN. Ils organisaient des entraînements militaires communs dans les années 2000. Tout ça amène certains à conclure que la Russie avait des aspirations, Poutine avait des aspirations sincères. Il voulait s'intégrer dans la communauté internationale et il aurait été trahi par l'Occident. L'Occident n'a pas voulu de Poutine, c'est pour ça qu'il est devenu aussi méchant, etc. Mais je dirais que cette volonté de coopération avec l'Occident qu'on voit sur ces photos, je pense qu'on peut le décrire dans les termes suivants. Ce type de coopération est comparable à une soi-disant coopération qu'un groupe mafieux peut établir avec des flics corrompus. C'est bien sûr une métaphore. C'est une métaphore, mais en même temps, n'oublions pas que le régime actuel en Russie est en grande partie issu du crime organisé et que les acteurs agissent souvent suivant la seule logique qu'ils connaissent, c'est-à-dire la logique du monde criminel. Donc, Poutine, au début des années 2000, cherchait à surtout garantir sa liberté d'action dans l'espace post-soviétique. En échange, il était prêt à donner à ces flics, soi-disant occidentaux,
dont il ne remettait pas encore en cause l'hégémonie d'ailleurs. Donc il était prêt à leur donner une sorte de pot de vin, si on veut, c'est-à-dire vendre des combustibles fossiles à des prix préférentiels, ouvrir le marché russe aux investissements, placer les capitaux russes sur les marchés boursiers américains et européens, introduire des fonds considérables des oligarques russes, souvent d'origine très douteuse, dans les entreprises occidentales, etc., etc. Donc, dans une certaine mesure, les flics européens ont accepté le dessus de table. Ils en étaient même très contents, je pense. Donc, l'argent russe a commencé à couler dans les veines des systèmes financiers, sans qu'on s'interroge beaucoup sur sa provenance. Le rôle de la Suisse dans cette affaire est tout à fait remarquable, on peut en parler après. Donc le gaz et le pétrole ont commencé à couler dans les pipelines qui étaient construits d'ailleurs après l'invasion de l'Ukraine en 2014, enfin construits, ouverts après. Mais même pour les flics, aussi conciliants comme ces trois messieurs que je vous montre, Schröder, Sarkozy et Berlusconi, ils n'étaient pas capables de garantir aux soi-disant voyous russes, au clan de Poutine, le monopole absolu dans l'arrière-cour post-soviétique. Tout d'abord, pourquoi ils ne pouvaient pas le garantir ? Les États-Unis ne faisaient pas partie du deal de la même manière que les pays européens, ils n'avaient pas les mêmes intérêts. Moscou, de son côté, n'a pas réussi à offrir à ses voisins un modèle de coopération réellement mutuellement bénéfique. C'est-à-dire, les petits voyous des anciennes républiques soviétiques avaient du mal à comprendre les avantages à être subordonnés à la Russie, parce que la Russie, par rapport à eux, c'est un cartel mafieux beaucoup plus gros, beaucoup plus prédateur, et surtout qui ne respecte aucune règle de conduite, contrairement aux États-Unis, à l'Union européenne, etc. Et, comme par hasard, les populations des pays post-soviétiques se rebellaient régulièrement contre les autocrates achetés par Poutine. Pas de chance. Bref, en somme, Poutine n'a pas pu développer des mécanismes économiques, politiques et discursifs efficaces pour maîtriser la sphère d'influence soi-disant traditionnelle de la Russie. Et c'est surtout en 2011 que Poutine a commencé activement à insister sur le fait que la Russie était en danger et que ce danger émanait de l'Occident. On peut se demander qu'est-ce qui s'est passé en 2011. Peut-être c'était une année où je ne sais pas quel pays occidental se montrait particulièrement agressif vis-à-vis de la Russie. Si on regarde, en fait non, ce n'est pas le cas. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé cette année-là, c'est que les Russes, beaucoup de Russes, sont descendus dans les rues, dans les grandes villes, en Russie pour protester contre l'autoritarisme de l'État de Poutine, parce que Poutine, je me rappelle, il a violé la Constitution et voulait être élu pour la 3e fois. Et ils ont également protesté contre la corruption, contre les violences policières, contre les inégalités sociales extrêmes en Russie. Et juste pour info, je vous montre ce petit graphique. Donc, en Russie, 1% de la population possède 75% de la richesse totale. Donc, à partir de ce moment-là, à partir de 2011, Poutine a commencé à promouvoir une idéologie qui présente la Russie comme entourée d'ennemis, qui présente la Russie comme le seul pays qui défend encore les valeurs traditionnelles. Tout le monde veut détruire la Russie parce que c'est le seul pays qui est à l'avant-garde des valeurs traditionnelles, de la chrétienté, etc. Et on disait aussi, de manière directe ou indirecte, Poutine, c'est le seul dirigeant capable de protéger la Russie de ce danger existentiel. Si vous ne votez pas pour Poutine, c'est la fin, c'est la catastrophe. Tout va s'écrouler.
Et donc, à partir de ce moment-là, la soumission purement économique des pays voisins cesse d'être l'objectif numéro un pour Poutine, parce que maintenant, c'est la pérennité du contrôle sur la Russie elle-même qui est désormais en jeu. Et on se rappelle, en 2013-2014, Poutine était confronté à un échec de son projet d'intégration économique euro-asiatique. Il était confronté à la révolte des Ukrainiens, à l'affaiblissement de sa légitimité politique à l'intérieur même de la Russie. Donc, à ce moment-là, le régime passe d'une logique de cooptation des élites post-soviétiques à une logique de contrôle direct, contrôle territorial et militaire direct des pays voisins, souvent au détriment des intérêts du capital privé. C'est pour ceux qui analysent le capitalisme comme étant quelque chose qui suit les intérêts du capital privé, c'est pas le cas. C'est pas toujours le cas. Le régime de Poutine fait donc tout ce qu'il peut depuis tout ce temps-là pour supprimer, pour étouffer les tendances démocratiques à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie. Et comme vous le savez peut-être, Poutine a envoyé son armée non seulement en Ukraine en 2014, il a envoyé aussi pour écraser les révolutions populaires au Bélarus et au Kazakhstan, où, je peux vous dire, l'influence de l'Occident ou de l'OTAN n'était pas du tout à l'ordre du jour. Mais pas du tout. Pourtant, la Russie envoie son armée pour écraser ces deux révolutions-là. Donc, on peut dire, en tout cas moi, j'affirme, non, je fais une hypothèse, je ne peux pas affirmer, mais je fais une hypothèse, c'est que ce qui grandissait dans les années 2000-2010, c'est pas tant la menace militaire objective de l'OTAN vis-à-vis de la Russie. Ce qui grandissait, c'est le désir des populations des pays post-soviétiques de ne plus vivre dans des États autocratiques, corrompus, mafieux, inefficaces, tout ce qu'on veut. Et Poutine, en 2022, il ne lance pas l'invasion quand l'OTAN menace la Russie, bien au contraire, il le fait quand l'OTAN est en état de mort cérébrale. Et quand je dis en état de mort cérébrale, je cite Macron qui disait ça en 2019, si je ne me trompe pas. Donc c'est un moment où les États-Unis sont en crise d'hégémonie. Les grands pays européens frappés par les pandémies de Covid, ils s'occupent de leurs problèmes internes, aussi il y a des élections en Allemagne, etc. En même temps, qu'est-ce qui se passe en Russie? Poutine s'en sort beaucoup mieux parce que l'économie russe a accumulé des ressources considérables dues au prix élevé des combustibles. Bélarus est complètement soumis et le Kazakhstan aussi. Et donc, je pense que ça ne pouvait que encourager à mettre au pied le dernier pays post-soviétique qui osait vouloir s'échapper au contrôle russe. Et un autre aspect important à prendre en compte, c'est que dans la Russie de Poutine, l'appareil policier, le monde d'affaires, le crime organisé et l'appareil étatique se sont fusionnés pour former en tout indivisible. Et dans ce type de système, la stabilité du régime politique garantit à ses bénéficiaires pas seulement le droit d'exploiter les richesses naturelles du pays, pas seulement le droit d'exploiter la population. Il est aussi le garant de leur intégrité physique. Et c'est là que la notion de la sécurité nationale, sécurité russe, se retrouve, substituée par la notion de la sécurité du régime russe et par la notion de sécurité, en fait, de personnes très concrètes, de personnes dont la vie dépend de la survie du régime politique de Poutine. Et je peux vous dire, ces personnes ne veulent pas mourir. Mais on peut se demander pourquoi l'Ukraine? Pourquoi cette guerre contre l'Ukraine en particulier? Tout d'abord, je pense, ça vaut la peine de dire que
l'Ukraine, c'est un des rares pays de l'espace post-soviétique où la révolution n'a pas été écrasée ou suivie par le retour au pouvoir des forces pro-russes. Parce que, malheureusement, je ne vais pas mettre mon jugement de valeur, mais c'est ce qui s'est passé en Géorgie, par exemple. Donc, l'Ukraine, en même temps, c'est un pays avec lequel les Russes ordinaires ont, il faut l'admettre, la plus grande proximité culturelle et linguistique. Ils n'ont pas la même proximité avec le Kazakhstan, la Géorgie et les autres pays. Ils ont la même avec le Bélarus, ça c'est vrai. Et donc, si un pays aussi proche dans tous les sens de ce terme parvient à construire un État démocratique ou même un État économiquement prospère, les Russes, ils risquent de se poser la question suivante. Si les Ukrainiens, les gens qui nous ressemblent tellement, n'ont pas besoin d'un État autoritaire et répressif pour vivre une vie normale, pourquoi nous, les Russes, en avons-nous besoin? Parce que c'est ça le deal. Oui, c'est un État autoritaire, mais genre, calmez-vous, vous vivez bien, vous avez des bons salaires et tout, c'est le prix à payer. Et donc, si on montre qu'il est possible de vivre normalement sans le prix à payer, le prix de l'autoritarisme, je pense que ça risque de provoquer quelques questions. Et donc, la révolution ukrainienne de 2014, qui a renversé un président pro-russe, un président autocratique et corrompu, c'était un moment qui a visiblement marqué profondément Poutine, et selon certains témoignages des personnes de son cercle proche, qui ont témoigné de manière anonyme à des médias russes, c'était un point de non-retour où Poutine est devenu obsédé par l'Ukraine. Et l'armée russe a été envoyée à l'est de l'Ukraine en 2014. Le but, c'était pas d'aider soi-disant le peuple du Donbass ou d'annexer le Donbass à la Russie. Le but, c'était de transformer l'Ukraine en pays qui serait à jamais paralysé par une guerre sans fin, de créer une plaie qu'on peut activer à tous les moments. Donc, et une autre chose à prendre en compte, c'est que l'Ukraine, donc cette ancienne république soviétique, c'était la deuxième république la plus puissante après la Russie de point de vue économique, démographique, etc. Le plus développé, le plus industrialisé, avec le niveau d'éducation le plus élevé. Et donc l'inclusion de l'Ukraine dans l'alliance avec la Russie, avec le Bélarus, ferait, d'après les élites politiques russes, va donner lieu à une puissance qui pèsera lourd dans la politique mondiale. Et c'est une citation de Poutine qu'il aime beaucoup, qu'il répète souvent. Il dit « Ensemble, nous avons toujours été et nous serons plusieurs fois plus forts et plus performants. » Et c'est ça qu'il aime répéter quand il s'adresse aux Ukrainiens. Pas aux Kazakhstanais, pas aux Géorgiens, mais spécifiquement aux Ukrainiens. Donc je vous donne aussi des citations de Poutine pour vous montrer un peu le type d'argumentation qu'il essaie de construire. Il y a une dimension beaucoup plus profonde que juste le poids économique de l'Ukraine et le rôle économique de l'Ukraine pour la Russie. C'est que le président russe et de manière plus générale les élites politiques et intellectuelles russes sont convaincus que l'identité nationale distincte des Ukrainiens, c'est une invention artificielle. Et c'est une invention, elle était inventée par les ennemis internes ou externes de la Russie. Et suivant les types de discours que Poutine adopte, il peut dire que l'Ukraine était inventée par les Polonais, l'Ukraine était inventée par les Austro-Hongrois, l'Ukraine était inventée par les bolcheviks, par l'Allemagne nazie, tout ce que vous voulez. Elle était inventée par quelqu'un d'autre, par l'ennemi de la Russie. Et donc, une fois que l'Ukraine est séparée de la Russie,
elle devient inévitablement, selon sa logique, la proie de ces forces ennemies qui utilisent l'Ukraine comme une base commode pour contenir les ambitions de la Russie, pour l'empêcher d'obtenir la place qui lui revient dans le monde. Et donc l'Ukraine est, de cette manière, elle est transformée en un projet anti-russe. Poutine aime beaucoup parler, Ukraine c'est une anti-Russie. Et donc pourquoi l'Ukraine c'est une anti-Russie? Par le simple fait de son existence politique séparée. L'Ukraine indépendante devient, selon cette logique, une menace imminente pour la survie même de la Russie, juste par le fait de son existence indépendante. Et les arguments soi-disant historiques de ce type, je ne pense pas qu'il doit être considéré comme une espèce de mélange idéologique, comme une mélange comme un discours opportuniste. Je pense que quand Poutine il dit ça, il le croit vraiment. Et quand il dit ça, il puise dans un réservoir d'imaginaire collectif les idées qui déterminent actuellement l'attitude des cercles dirigeants et de certains intellectuels russes à l'égard de l'Ukraine. Ils trouvent leur origine principalement au XIXe siècle. Pourquoi c'est important de parler du XIXe siècle? Je vais vous l'expliquer brièvement sans rentrer trop dans les détails. J'espère que... Combien de temps j'ai encore? Juste pour... 10 minutes, ok. Donc, 19e siècle. De manière très simplifiée, le 19e siècle, c'est une époque où différents empires sont pris dans une dynamique de concurrence interimpérialiste. Et cette concurrence ne les encourage pas seulement de poursuivre leur expansion coloniale. Après la Révolution française et surtout après les guerres napoléoniennes, le renforcement de cohésion dans la métropole, de cohésion nationale dans la métropole, c'est devenu quelque chose d'essentiel, un outil essentiel pour accroître la puissance d'un empire. C'est à ce moment-là qu'on commence à construire la nation française. Principalement, c'est la nation française qui diffuse la mode dans les autres empires. Et donc, pour rivaliser avec ces empires coloniaux modernes, la Russie doit imiter leur comportement. Il doit aussi créer une nation métropolitaine, aussi consolider son noyau national. Et comment construire une nation métropolitaine en Russie? Vous ne pouvez pas inclure tous les gens qui peuplent l'Empire russe. C'est trop divers, c'est trop hétérogène, c'est pas possible. Il faut en choisir quelques-uns qu'on va considérer comme étant une nation russe. Et donc, on en choisit 3, les Slaves orthodoxes, les Slaves orientaux orthodoxes, les Russes ethniques, donc les grands Russes, les petits Russes, c'est-à-dire les Ukrainiens, et les Russes blancs, c'est-à-dire les Bélarusses. Donc ces 3 peuples sont considérés comme prédestinés à former une nation russe. Et si cette nation russe est construite avec du succès, donc la Russie sera en mesure de rivaliser avec les grandes puissances occidentales modernes, la France notamment, la Grande-Bretagne. Donc assimiler les Ukrainiens, en faire des Russes, c'est considéré comme une condition nécessaire à la montée en puissance sur la scène internationale. Donc, vous comprenez le lien. Devenir un empire fort est impossible si on n'assimile pas les Ukrainiens, si on ne les transforme pas en transforme pas en sujet, en russe. Donc, l'assimilation de l'Ukraine était aussi considérée comme une clé de stabilité interne de régime, parce que le 19e siècle,
les élites tsaristes veulent préserver leur pouvoir monarchique dans un monde qui était ébranlé par les révolutions en France, mais aussi dans l'Europe centrale. C'est pourquoi il était crucial pour eux de russifier les populations des frontières occidentales. Ils pensaient que comme ça, ils vont les immuniser contre les influences néfastes de l'Occident. Et quand ce projet de l'assimilation a échoué en ce qui concerne les Polonais ils se sont rebellés au moins 2 fois, de manière très massive, l'Ukraine a commencé à être considérée comme étant le dernier avant-poste contre le virus de ces idéologies subversives qui contaminent la Russie depuis l'Occident, la démocratie, le nationalisme, etc. Et une dernière dimension, c'est la dimension démographique. Au XIXe siècle, la Russie, c'était un empire continental énorme. Et c'était un empire en expansion qui manquait de ressources pour maintenir ensemble cet espace impérial très hétérogène. Et donc l'appareil d'État était confronté à une pénurie chronique de la population loyale. Population loyale qu'on peut juste prendre et envoyer quelque part en Asie centrale, quelque part au Caucase, en Extrême-Orient, pour dominer les peuples colonisés qui sont pas orthodoxes, qui sont pas très loyaux. Donc c'est la raison principale pour laquelle l'assimilation des Ukrainiens, c'est un objectif si important pour le pouvoir impérial. Si les Ukrainiens deviennent des Russes loyaux au tsar, ils vont combler les rangs des colons potentiels. Des colons dans un empire où les Russes ethniques se sont retrouvés en minorité. Ils ne se reproduisent pas assez rapidement, parce que les Russes ethniques, pour la plupart, habitent dans des conditions naturelles où la reproduction est un peu plus difficile que pour les Ukrainiens qui habitent un peu plus dans le sud. Mais ça, c'est les détails. Donc, le nationalisme russe, comme la plupart des nationalismes qu'on connaît, se forme au XIXe siècle. Et la place qu'occupe l'Ukraine dans ce nationalisme, dans cette vision du monde, se forme dans ce contexte très particulier. Donc, pour la classe dirigeante russe de cette époque, l'Ukraine, c'est un pilier qui maintient non seulement l'empire, mais aussi la nation russe. Et perdre l'Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire juste perdre le statut d'une grande puissance, mais aussi ça signifie perdre ou déchirer le corps sacré de la nation. Et pour le nationalisme, le corps sacré de la nation, voilà, c'est sacré. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bien sûr que beaucoup de choses ont changé depuis le 19e siècle. Je ne vais pas vous parler du 20e siècle, ça va prendre trop de temps. Mais l'ancien empire russe et la Russie de Poutine ont quand même un point commun. Tous les deux sont des empires en déclin, les empires qui souhaitent une revanche, qui veulent se redonner le statut de grande puissance qu'ils sont en train de perdre, dans un système de relations internationales dominé par le modèle occidental de la modernité, par l'Occident. Et cette situation-là détermine pas tant la forme que le fond de l'idéologie russe, de la vision du monde et de l'identité des élites russes. Pour arrêter la guerre, nous devons répondre aux préoccupations de la Russie en matière de sa sécurité. Par exemple, pour arrêter la guerre, on doit garantir que l'Ukraine, ou même que tous les États post-soviétiques, ne deviendront jamais membres de l'OTAN. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est comme ça, que une fois qu'on dit à Poutine « Ukraine ne va jamais être membre de l'OTAN », il va dire « Ah ok, bon alors, deal, c'est un deal, un bon deal ». Bon, mais même si on met du côté toutes les questions morales et éthiques, et même si nous admettons que la clé de la paix, c'est d'accepter que seules les grandes puissances comme la Russie ou les États-Unis ont le droit à la souveraineté politique, tandis que les autres sont condamnés à jamais à être une colonie de quelqu'un d'autre,
Ok, on peut admettre cette vision du monde, on peut dire que c'est comme ça que le monde marche. Mais qu'est-ce qui nous fait penser que le fait de maintenir l'Ukraine en dehors de l'OTAN, ou même le fait de diviser son territoire, va calmer Poutine d'une manière quelconque? Qu'est-ce qui nous fait penser que la zone d'influence de la Russie s'arrête à l'Ukraine, ou même qu'elle s'arrête à l'espace post-soviétique? Il me semble que la zone d'influence de la Russie ne s'arrête nulle part, parce que tout pays démocratique à la frontière, c'est une menace pour un pays qui fonctionne comme une autocratie impériale. Et je pense que c'est une chose que nous devons garder à l'esprit si nous voulons déjà comprendre la logique qui sous-tend l'invasion russe de l'Ukraine, et surtout si nous voulons proposer des solutions possibles pour mettre fin à cette guerre. Je vais en finir là. Merci beaucoup. Merci.